Ted Bundy reste l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l'histoire des États-Unis. Son nom est synonyme de terreur, de charme et de tromperie. Les crimes de Bundy se sont étendus sur plusieurs années et États, laissant derrière eux une traînée de destruction et de chagrin. Malgré ses actes horribles, son histoire continue de captiver et d'horrifier le public. Bundy était un maître de la manipulation, utilisant son intelligence et son charme pour attirer des femmes sans méfiance. Son histoire est un rappel effrayant de la noirceur potentielle qui peut se cacher derrière des individus apparemment ordinaires. La fascination pour Bundy réside dans le contraste entre son apparence extérieure et sa monstruosité intérieure. Comprendre la vie et les crimes de Bundy éclaire la psychologie d'un tueur en série et les failles sociétales qui lui ont permis d'agir pendant si longtemps. Ted Bundy est né Theodore Robert Cowell le 24 novembre 1946 à Burlington, dans le Vermont. Sa jeunesse a été compliquée et marquée par la tromperie. Bundy a été élevé par ses grands-parents, qu'il croyait être ses parents. Sa mère, Eleanor Louise Cowell, lui a été présentée comme sa sœur. Cette supercherie familiale a profondément affecté Bundy. Il a déménagé à Tacoma, Washington, avec sa mère, qui s'est remariée. Le beau-père de Bundy, Johnny Bundy, l'a adopté, lui donnant le nom de famille qui allait devenir tristement célèbre. Au cours de ses années de formation, Bundy a manifesté des comportements troublants. Malgré ses signes avant-coureurs, Bundy excellait dans ses études et a fréquenté l'université de Washington, où il a étudié la psychologie. La jeunesse de Bundy était un mélange de normalité et de dysfonctionnement sous-jacent, masquant les aspects les plus sombres de sa personnalité. La transformation de Ted Bundy, d'un individu apparemment normal à un tueur en série notoire, a été progressive. Ses activités criminelles ont commencé par des délits mineurs, mais ont dégénéré avec le temps. Au début des années 1970, Bundy a commencé sa série de meurtres, ciblant des jeunes femmes dans le nord-ouest du Pacifique. Il ciblait les femmes qui ressemblaient à sa petite amie de l'université, Stephanie Brooks, qui avait mis fin à leur relation. On pense que cette rupture a été un élément déclencheur important des tendances violentes de Bundy. Les méthodes de Bundy sont devenues plus sophistiquées à mesure qu'il gagnait en confiance, utilisant souvent des stratagèmes pour attirer ses victimes. L'escalade des crimes de Bundy a coïncidé avec son besoin croissant de contrôle et de domination. Ces meurtres n'étaient pas seulement des actes de violence, mais des expressions de pouvoir et de manipulation. L'évolution de Bundy en tueur en série a été marquée par une approche méticuleuse et calculée de ses crimes. Le mode opératoire de Ted Bundy était d'une efficacité effrayante. Il utilisait son charme et sa beauté pour gagner la confiance de ses victimes. Bundy prétendait souvent être blessé ou handicapé, portant un faux plâtre ou utilisant des béquilles. Une fois leur confiance gagnée, Bundy passait à l'acte, attirant souvent ses victimes dans un endroit isolé avant de les maîtriser. La capacité de Bundy à se fondre dans la société a été un facteur clé de son succès. Sa connaissance des tactiques policières l'a également aidé à échapper à la capture pendant une période importante. Section 5. Les victimes. Les victimes de Ted Bundy étaient principalement des jeunes femmes, souvent des étudiantes. Leur âge variait de l'adolescence à la trentaine. Bundy ciblait les femmes attirantes qui avaient souvent des caractéristiques physiques similaires, comme des cheveux longs séparés au milieu. Le nombre exact de victimes de Bundy est inconnu, mais on estime qu'il a tué plus de 30 femmes. Ses premiers meurtres confirmés ont eu lieu en 1974, mais il a ensuite avoué des crimes remontant à 1969. Les victimes de Bundy venaient de différents États, notamment de Washington, de l'Oregon, de l'Utah, du Colorado et de la Floride. L'histoire de chaque victime nous rappelle tragiquement le coût humain des actes de Bundy. Ces femmes étaient des filles, des sœurs et des amies dont la vie a été brisée par une violence insensée. Section 6. Les premières enquêtes. Les premières enquêtes sur les crimes de Ted Bundy ont été entravées par un manque de coordination entre les services de police. La mobilité de Bundy lui a permis de commettre des crimes dans différents États, ce qui a rendu difficile la mise en relation des affaires. Le manque de technologie de pointe en matière de criminalistique a compliqué les enquêtes. Les policiers ont été déconcertés par les disparitions de jeunes femmes. Les affaires manquaient souvent de preuves matérielles.
et les témoins ne fournissaient que des descriptions vagues du suspect. La capacité de Bundy à se fondre dans la société et son utilisation de différents pseudonymes ont encore entravé les enquêtes. Les enquêteurs ont commencé à remarquer des tendances dans les disparitions. Les similitudes dans les profils des victimes et les méthodes suggéraient l'œuvre d'un tueur en série. Section 7. Évasion et fuite. La capacité de Ted Bundy à échapper à la capture témoigne de sa ruse et de son ingéniosité. Il a été arrêté pour la première fois en 1975, mais même après sa capture, Bundy a continué à manipuler le système à son avantage. Ses évasions de prison sont quelques-uns des épisodes les plus spectaculaires de sa carrière criminelle. En 1977, alors qu'il était détenu dans une prison du Colorado, Bundy a réussi à s'échapper en sautant par la fenêtre d'un palais de justice. Il a été repris en une semaine, mais sa détermination à s'évader était sans faille. Plus tard dans l'année, Bundy s'est de nouveau évadé, cette fois de la prison du comté de Garfield, en rampant dans un trou du plafond. La deuxième évasion de Bundy lui a permis de s'enfuir en Floride, où il a repris sa série de meurtres. Bien qu'étant un fugitif, Bundy a continué à échapper aux forces de l'ordre pendant plusieurs semaines. Section 8. Les procès. Les procès de Ted Bundy ont été très médiatisés et suivis de près par la presse. Son premier procès important a eu lieu en 1979 pour les meurtres de deux étudiantes de l'Université d'État de Floride, Lisa Levy et Margaret Bowman. Bundy a choisi de se défendre lui-même, utilisant ses connaissances juridiques pour manipuler la procédure judiciaire. Le procès a été marqué par le comportement de Bundy dans la salle d'audience. Il contre-interrogeait souvent les témoins et se présentait comme un individu compétent et charismatique. Malgré ses efforts, les preuves contre lui étaient accablantes, et Bundy a été reconnu coupable et condamné à mort. Bundy a été confronté à un autre procès en 1980 pour le meurtre de Kimberly Leach, 12 ans. Une fois de plus, il a été reconnu coupable et condamné à mort. Ces procès ont été une étape cruciale pour traduire Bundy en justice et s'assurer qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. Section 9. Le profil psychologique. Comprendre le profil psychologique de Ted Bundy est essentiel pour appréhender ses actes. Bundy a été diagnostiqué avec plusieurs troubles de la personnalité, dont le trouble de la personnalité narcissique et le trouble de la personnalité antisociale. Ces diagnostics aident à expliquer son manque d'empathie et son comportement manipulateur. Le charme et l'intelligence de Bundy étaient des éléments clés de sa personnalité, utilisés pour manipuler son entourage. Sa capacité à présenter une façade de normalité rendait difficile pour les gens de voir le véritable danger qu'il représentait. Les psychologues ont également noté le besoin de contrôle et de pouvoir de Bundy, ses crimes étant des expressions de domination sur ses victimes. Ce besoin de contrôle s'étendait à ses interactions avec les forces de l'ordre et le système judiciaire. Comprendre sa psychologie est crucial pour prévenir des crimes similaires à l'avenir. Section 10. Exécution et conséquences. L'exécution de Ted Bundy, le 24 janvier 1989, a marqué la fin d'un chapitre long et horrible de l'histoire criminelle américaine. Bundy a été exécuté sur la chaise électrique à la prison d'État de Floride, apportant un sentiment de clôture aux familles de ses victimes et au public. L'exécution a été précédée d'années de batailles juridiques et d'appels. Bundy a profité de chaque occasion pour retarder son exécution, exploitant les failles juridiques et proposant de révéler davantage d'informations sur ses crimes en échange d'une certaine clémence. Cependant, la gravité de ses actes a fini par sceller son sort. Au lendemain de l'exécution de Bundy, on a assisté à un regain d'intérêt pour sa vie et ses crimes, avec des livres, des documentaires et des films explorant l'énigme Bundy. Son cas continue d'être étudié par les criminologues et les psychologues qui cherchent à comprendre l'esprit d'un tueur en série, en médecentrisme. Section 11. Impact et héritages sociétaux. Les crimes de Ted Bundy ont eu un impact profond sur la société, façonnant la perception qu'a le public des tueurs en série et influençant les pratiques policières. Son cas a mis en évidence la nécessité d'une meilleure coordination entre les services de police et l'importance de la criminalistique dans la résolution des crimes. La couverture médiatique étendue de l'affaire Bundy a porté la question des tueurs en série à la conscience du public. Elle a sensibilisé le public aux tactiques utilisées par ces individus et à l'importance de la sécurité personnelle. La capacité de Bundy à tromper et à manipuler
a également conduit à une meilleure compréhension des caractéristiques psychologiques des tueurs en série. Si ces crimes constituent un chapitre sombre de l'histoire, ils ont également contribué au progrès du profilage criminel et des enquêtes de police scientifiques. L'histoire de Bundy sert d'avertissement sur le potentiel du mal qui se cache derrière une apparence charmante.